Bienvenue à ce forum sur les applications et les nouveaux outils. Je suis Elisabeth Vincent, chargée de mission publication à l'ISNAR IMG et interne à Bordeaux. Nos différents partenaires prendront un temps de parole chacun pour vous exposer leurs applications, leurs nouveaux outils à votre disposition. Et puis nous aurons, si possible, un temps d'échange avec vous pour faire vos remarques et vos questions. Donc nous allons tout d'abord commencer par diagnostic. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Jérémy Prieux, podologue, et je suis aussi président de la société Diagnostic. Donc nous on travaille dans la e-santé. On a 3 produits à vous présenter aujourd'hui brièvement. Donc on va avoir Didoc, qui est un support de diagnostic pour l'appareil locomoteur. Vous l'aurez compris, nous on est vraiment spécialisé que sur l'appareil locomoteur. On aura une formation e-learning et une chaîne YouTube scientifique qui est vraiment libre accès en formation toute l'année. Donc nous en fait on a vraiment 3 valeurs importantes qui sont le diagnostic, comment performer sur le diagnostic, le parcours du soin et la prise en charge du patient. Donc on va commencer par Didoc parce que c'est vraiment l'outil qui nous a demandé le plus de travail. Pour le coup il y a certaines animations qui vont peut-être pas marcher apparemment, c'est pas grave. Donc la genèse de Didoc, c'est en fait on est une équipe de professionnels de santé qui réunit podologues, kinés et après tout ce qui est médicaux, donc chirurgiens, médecins généralistes, dermatos, etc., etc. Donc on est une équipe de 20 et on travaille de manière transversale. Et la genèse en fait de ce projet-là, c'était de se dire derrière son bureau comment je peux avoir accès à une information scientifique sur une pathologie. Donc on s'est dit on va regrouper tous les ouvrages scientifiques de la bibliographie, toutes les recommandations de la HAS, on va mettre ça dans un outil, on va le refaire valider par un comité scientifique. Et donc ça donne Didoc, qui est un site internet donc qui est accessible partout, et vous avez des fiches pathologies qui sont très complètes. C'est-à-dire vous avez une carte d'identité de la fiche pathologie avec aussi bien les étiologies, les facteurs favorisants, toutes les données qui sont nécessaires. Pour chercher les pathologies, vous avez plusieurs systèmes. Donc normalement, il y a des petites animations. Donc le pied 3D, il est fonctionnel, il peut bouger. Vous pouvez localiser une structure anatomique pour chercher une pathologie plus précisément. Les diagnostics différentiels se retrouvent pareil, dommage pour les animations. Donc les diagnostics différentiels, dans l'outil, vous retrouverez tous les diagnostics différentiels de la bibliographie, c'est-à-dire par exemple sur une aponevrosite plantaire, quelle pathologie je dois vérifier dans mon examen clinique. Et vous aurez également tout ce qui est signe clinique, tout ce qui est signe clinique, tout ce qui est examen complémentaire et orientation thérapeutique. Rajouté à ça, et ça pour le coup on a vu sur notre stand que ça pouvait bien plaire, on a rajouté sur chaque pathologie comment palper lors de l'examen. Donc ça vaut pas effectivement une formation en live vraiment sur du sujet humain, mais en e-learning ça peut être sympa d'avoir une petite vidéo très courte. Et vous avez aussi des vidéos de rééducation. Donc par exemple sur la tendinopathie d'Achille, vous pouvez montrer à votre patient comment étirer le tendon et lui envoyer par mail directement. Ça c'est très apprécié des patients pour qu'ils participent un peu à leur traitement et ça leur permet qu'ils guérissent beaucoup plus vite. Bien sûr, ça ne vient pas remplacer la kinésithérapie. Nous, c'est les kinés qui ont d'ailleurs aidé à développer l'outil. Mais en fait, en attendant, moi je sais que par exemple, moi je viens de Niort. Et donc à Niort, il faut 2-3 mois pour avoir du kiné. Et en attendant ces 2-3 mois, ça peut être utile pour le patient. Pour finir sur Didoc, cette année, on a fait donc le pied et la cheville. Et dès janvier 2020, il y aura le genou et la hanche. Donc je sais que le genou est très attendu de la part des médecins apparemment, avec l'épaule, mais ça sera pour dans 2-3 ans. Et là, pour juin-juillet, on a développé une intelligence artificielle qui va vous permettre de retrouver directement toutes les études cliniques sur les fiches pathologiques. Vous êtes par exemple sur l'allus valgus, vous pourrez cliquer sur un onglet, vous aurez toutes les études cliniques que vous pourrez ventiler par traitement, par date, par impact factor, etc. Je ferme la parenthèse Didoc, présenter un truc un peu plus léger, donc qui est Scientifique TV. Donc Scientifique TV, je vous invite sur YouTube à vous abonner. C'est une chaîne YouTube entièrement gratuite et tous les 2 mois, 2 fois par mois, excusez-moi, on vous sort des petites vidéos et des petites conférences sur l'appareil locomoteur.
Donc par exemple, là, ce qui est déjà en place, il y a la chirurgie de l'allus valgus par le docteur Pierre Barouk, il y a le conflit postérieur de cheville par le docteur Cordier, etc., etc. Il y a même un chirurgien qui nous a fait le coureur, le pied et le chirurgien, un chirurgien qui parle de chaussures minimalistes, qui est assez atypique pour le coup, qui est le docteur Linz. Voilà, donc tous les 2 mois, vous avez des petits formats comme ça, si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Et il y a plusieurs formats pour cela. Vous avez ou un format classique d'interview avec une présentation qui défile un peu comme aujourd'hui, un format interview où vraiment après on est avec le conférencier, on lui pose des questions à chaud, et un format flash, ça c'est pour ceux qui connaissent Combini, c'est des petites questions assez légères et ça permet de connaître un peu mieux les chirurgiens et c'est assez sympa de rentrer un peu dans leur intimité, ça change. Donc voilà sur Scientifique TV. Et pour finir, je voulais vous parler un peu de e-learning. Alors le e-learning au niveau du pied et de la cheville, là pour le coup ça marche. Le e-learning pour le pied et la cheville, c'est vrai que ça intéresse beaucoup certains médecins généralistes qu'on rencontre lors des FMC. Et donc eux ce qu'ils veulent c'est savoir comment faire le diagnostic et comment savoir après les stratégies thérapeutiques qu'ils mettent en place. Donc là on vous a fait un e-learning qui dure 3 heures, donc c'est assez court, avec des modules d'1 quart d'heure, c'est-à-dire qu'au bout d'1 quart d'heure vous validez un badge. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de formation continue. Avec des petits formats assez variés, vous avez des petits jeux de memory, des petites vidéos, des petits QCM, des cas cliniques, etc., etc. D'ailleurs, je vous invite sur le stand, on a 4 petites questions pour tester vos connaissances sur le pied. Ça vous permettra de voir un petit peu, de tester vos connaissances. Donc voilà, donc vous avez les cas cliniques. Plus tard, on va évoluer vers des serious games qui sont vraiment très intéressants pour pouvoir apprendre. Et bien sûr, on est en validation de l'OGDPC, donc d'ici 3-4 mois. D'accord, donc ça vous permettra de valider aussi vos formations de développement des pratiques continues. Donc je m'arrêterai là pour cette courte présentation de diagnostic. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur notre site internet, donc sur la chaîne YouTube principalement. N'hésitez pas à venir sur nos stands, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, vu le monde que vous êtes aujourd'hui, ne sont pas venus sur nos stands. Donc, il y a un iPad à gagner qui sera tiré samedi. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à la loterie de samedi. Puis va venir échanger avec notre équipe. Et puis je crois qu'il y en a qui sont assez friands des fraises Tagada. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la place à Marie pour le coup. Bonjour, donc Marie, je suis coordinatrice médicale chez CARE. Donc je suis infirmière coordinatrice de formation et je travaille avec la direction médicale de CARE. Donc je suis ici pour vous présenter la téléconsultation. Alors la téléconsultation... Ouais. Voilà. Donc la téléconsultation aujourd'hui, comme vous savez, depuis le 15 septembre 2018, avec l'avenant 6 à la Convention médicale sur la téléconsultation, c'est ouvert à tout patient, assuré social en France. C'est réalisable par tout médecin, donc les médecins libéraux, accessible pour tout motif et le remboursement en fonction bien sûr du parcours de soins. Comment ça marche du côté patient ? Donc en fait, il va sur le site de care.fr, il trouve son médecin traitant ou non, ou un autre praticien, et il prend rendez-vous en fonction de sa disponibilité. Il effectue sa vidéo en téléconsultation, et puis ensuite, si besoin, il peut avoir une ordonnance d'imagerie, de bio, de médicaments, et la prise en charge en fonction du parcours de soins, donc il y a la prise en charge de la CPF. Au niveau pour les médecins. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous nous contactez via le site internet de CARE. Et puis là, vous avez un premier contact avec nous, une séance de démonstration, donc en fait que je vais vous faire. Et ensuite, vous partez en formation. Donc c'est un peu pareil, c'est e-learning, donc c'est des tutos, des vidéos, des quiz, etc. À la fin, vous avez un point avec un de nos formateurs. Et puis vous avez aussi surtout une téléconsultation test avec soit moi, soit un de nos médecins. Donc on se fait passer pour le patient et puis vous êtes le médecin en face et on teste et on voit, on réajuste, etc. Donc voilà comment ça se présente. Ici, c'est du côté médecin, donc votre interface que je vais vous présenter. Et là, c'est du côté patient. Du côté médecin, vous êtes toujours sur un ordinateur. Le patient, lui, il peut téléconsulter de son téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.
Donc là, l'interface praticien, vous vous connectez avec votre adresse mail, il y a une double authentification au niveau des codes, donc tout est bien sécurisé. On vous demande de vérifier votre environnement, d'être dans un bon environnement, enfin de faire une bonne téléconsultation. Si possible, un fond uni derrière vous, une bonne luminosité, d'être connecté. On travaille sur Chrome. On demande de télécharger l'application Slack parce qu'en fait, sur Slack, c'est comme un messenger. En fait, vous avez toute l'équipe support. Donc, s'il y a le moindre bug, etc., vous pouvez nous écrire directement. Et puis, il y a aussi tous les praticiens care. Donc, au niveau de l'adressage, etc., je reviendrai dessus après. On demande de vérifier votre matériel. Donc, vous avez des tests de connexion au niveau de la webcam, du micro et Internet. Voilà, d'avoir une bonne connexion, etc. De fermer les applications telles FaceTime, parce que sinon ça bloque au niveau des tests. Donc là, vous arrivez sur votre tableau de bord, vous avez votre agenda qui se présente comme ça. Vous avez les consultations passées et à venir qui s'inscrivent automatiquement. Vous avez là votre statut qui se met en disponible une fois que vous avez fait les tests, donc de micro, connexion et webcam. Ok, donc là, ça a fonctionné. On poursuit. Votre statut devient disponible. Et donc, on peut commencer la téléconsultation avec notre patiente Olivia Depray. Donc là, si je clique sur démarrer, on arrive sur votre espace praticien. Voilà comment il se présente. Donc en fait, ici, vous avez tous les items à suivre. Là, vous avez l'identité de votre patiente. Donc toujours bien vérifier l'identification de votre patiente parce que changer de bénéficiaire, il y a des patients qui ont des comptes famille avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Donc toujours bien vérifier pour qui on téléconsulte. Vous avez les étapes avant la téléconsultation. Ça, c'est concernant le patient. Le patient, de son côté, il fait aussi les tests de connexion. Parce que si ça ne capte pas, etc., donc il sera bloqué. On lui demande s'il veut télécharger des documents. Imaginons des comptes rendus radio, des bilans sanguins, etc. Donc vous, quand vous arrivez sur votre interface, vous pouvez voir si le patient a transmis des documents et vous pouvez les regarder avant même de lancer la vidéo. Là, le patient n'est pas encore là. C'est vous qui lancez la vidéo. C'est pas le patient qui arrive comme ça sur votre interface. Vous, si vous avez transmis des documents à la patiente, ça arrive ici. Et ensuite, vous avez la localisation du patient. Donc voilà, ça descend un petit peu, la localisation du patient, la personne à contacter en cas d'urgence, la personne de confiance. Là, on arrive sur le dossier médical du patient, qui est rempli auparavant par le patient. C'est pas vous qui le remplissez, sûrement pas, c'est le patient qui le remplit avant la téléconsultation. Et là, vous avez votre compte-rendu. Lui, le patient ne voit que ça, en fait, pendant la téléconsulte. Ça, c'est vraiment tout votre espace. Tout ce qui est inscrit dans le dossier médical se met automatiquement dans le compte-rendu. Donc tous les antécédents, tout ça, ça se met automatiquement. Et vous, ce que vous écrivez dans le compte-rendu ne se met bien sûr pas dans le dossier médical. On vous demande de garder l'interrogatoire en tenant compte de l'absence de possibilité d'examen clinique permet de noter. Donc vraiment pour préciser que c'est une téléconsultation, il n'y a pas eu d'examen clinique. Au niveau des items, quand il y a une petite pastille noire, c'est que le patient a bien tout rempli. Donc là, il a été assez efficace. Il y a juste au niveau du statut vaccinal qui n'est pas complet. Donc ça, vous pouvez, pareil, lui demander, s'il vous plaît, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez remplir votre statut vaccinal ? Donc voilà un peu comment ça se présente au niveau des allergies. Ensuite, on passe au niveau des consultations passées. Donc vous pouvez avoir accès aux consultations passées avec vous, donc revenir, votre patient il a déjà téléconsulté 3 fois avec vous, vous avez envie de rejeter un coup d'œil sur les comptes rendus. Et vous pouvez avoir accès aux consultations passées des autres praticiens care. Donc les médecins G, voilà, là on peut voir que ce docteur a prescrit médicaments bio, une ordre libre, imagerie, et on peut avoir accès aux comptes rendus. L'onglet prescription, donc pareil, on vérifie l'identité du patient, vous avez le prescripteur, docteur Maisonneuve, le pays où l'ordonnance sera utilisée, donc là, la France, si c'est en Angleterre, la traduction se fait automatiquement. Vous avez la prescription de médicaments, de biologie, d'imagerie ou libre. La traduction n'est pas automatique pour les ordonnances libres. Donc on travaille sur la base Vidal, donc vous tapez les 3 premières lettres de votre médoc et hop,
Vous avez votre médicament. Et ensuite, soit vous ajoutez un médicament, soit vous sauvegardez. Donc c'est pareil pour la bio et l'imagerie. Vous avez les déroulés qui sont déjà préenregistrés. Vers qui souhaitez-vous orienter votre patient? Donc si je souhaite orienter mon patient CARE, donc là vous mettez les raisons d'adressage. Imaginons, vous avez prescrit un bilan sanguin et vous dites au patient, écoutez, vous prenez rendez-vous donc en cabinet, vous avez prescrit, et vous dites, vous prenez rendez-vous sur CARE avec moi, et comme ça, je pourrai interpréter votre bilan. S'il y a besoin de réévaluer, etc., vous pouvez l'adresser via cet onglet adressage. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le patient reçoit une petite fenêtre pop-up pendant 48 heures lui disant « Il faut que vous repreniez rendez-vous avec docteur Intel ». Et du coup, il clique dessus, il arrive directement sur votre page avec vos créneaux, etc. Il appuie, il prend rendez-vous et c'est bon. Et vous avez aussi tous les autres praticiens CARE qui sont dessus. Donc vous pouvez le réorienter vers un gynéco, un nutritionniste, voilà. Ensuite, vous avez la feuille de soins, qui est en fait comme en cabinet. Donc les informations ici se remplissent automatiquement comme le patient a rempli auparavant ces informations. Donc le patient la reçoit, il l'imprime, il l'envoie à la Sécu. Les arrêts de travail, pareil. Les feuilles de soins, pardon, ouais. Hop. Et là, à ce moment-là, on clôture la téléconsultation avec notre patient. Donc très bien, merci, au revoir. Vous allez dans vos documents invalidés. Vous jetez un coup d'œil à votre compte-rendu. Là, la feuille de soins qui est en rouge, c'est parce qu'il manque des informations, donc vous pouvez retourner dessus afin de la compléter. Et l'arrêt de travail. Ici, donc, vous tapez votre compte-rendu. Vous avez ici une petite case d'utilisation non conforme à la téléconsultation. En fait, c'est si la demande n'est pas appropriée du patient, si le comportement n'est pas approprié, si 3 médecins cochent cette case, la direction médicale de CARE appelle les médecins pour savoir ce qui s'est passé et ensuite le patient pour éventuellement lui dire que la téléconsultation n'est pas faite pour lui. Ici, vous avez la conclusion que le patient ne voit pas. Et vous avez, si vous souhaitez considérer cette consultation comme acte gratuit, je reviens sur l'exemple du bilan sanguin, tout va bien, il n'y a pas de réajustement à faire au niveau du traitement ou je ne sais quoi. La téléconsultation dure 10 minutes, vous pouvez considérer cette consultation comme acte gratuit. Si vous n'avez eu aucun contact avec le patient, même après avoir tenté de l'appeler, de nous avoir écrit sur Slack en nous disant « je n'arrive pas à joindre tel patient », il sera facturé de 10 €. En fait, ça nous permet justement d'éduquer un peu les patients et que la prochaine fois, vous n'ayez pas justement ces lapins en téléconsulte. Voilà comment se présente une ordonnance. Donc vous avez toutes les informations concernant le médecin, le patient, le médicament et le QR code qui peut être scanné par la pharmacie afin de voir justement si le médicament a déjà été délivré ou pas. Le compte-rendu, voilà comment il se présente. La feuille de soins. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous clôturez la téléconsultation, le patient reçoit un message, un mail, en lui disant « Vos documents sont disponibles sur CARE ». Et dans ces cas-là, il se connecte à son espace client, il a son compte-rendu, il a sa prescription en PDF, qu'il imprime, il va à la pharmacie, et voilà. Donc CARE, en bref, il faut savoir que c'est simple d'usage. Ça fait depuis 2 ans qu'on existe, donc, mais surtout depuis le 15 septembre avec le remboursement de la téléconsultation. Ça s'inscrit dans le parcours de soins. Il faut savoir qu'il y a un accompagnement des praticiens par la CARE Academy, donc la formation. C'est une formation qui est continue, on est toujours disponible pour vous, même une fois que vous êtes lancé en téléconsultation. Voilà, on a 98% de patients et de praticiens qui sont satisfaits du service. C'est 75 € par mois, sans engagement, avec des mois de gratuité. Et voilà, je suis disponible sur le stand aussi avec mon collègue si vous avez des questions. Voilà. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Irvina, je suis responsable partenariat de la plateforme Biosynapse.
Donc, c'est une plateforme d'échange de connaissances médicales créée par le docteur Nicolas Homer pour et à destination des médecins. Donc, l'histoire de la création de la plateforme, on va passer rapidement. L'idée donc part du principe que chaque médecin praticien, quelle que soit sa spécialité, donc, doit travailler ou préfère de façon travailler en réseau au service d'un patient ou de ses pathologies. Le constat actuel, effectivement, donc, on peut en parler. Le médecin, je fais bref, le médecin est très sollicité pour travailler dans les déserts médicaux. Néanmoins, cela favorise son isolement, que ce soit dans sa pratique comme au quotidien avec ses autres collègues professionnels. Donc, comme je disais, la présentation, hop, on va passer. On va plus directement, donc, Biosynapse, parler de ses fonctionnalités. Donc, comme je disais, une plateforme développée par le docteur Nicolas Homer en janvier 2017. Donc, c'est une plateforme assez récente qui accueille actuellement 800 personnes au total. Cette plateforme propose plusieurs fonctionnalités dans l'idée de lutter contre l'isolement, comme je disais, du médecin. Que ce soit au premier cycle comme le médecin retraité. C'est-à-dire la fonctionnalité principale de Biosynapse est l'exchange, l'échange de connaissances médicales. Par la correspondance, si vous êtes un médecin généraliste, un médecin qui pratique dans un désert médical et donc qui se retrouve isolé et qui a besoin tout simplement d'échanger avec un confrère ou une consoeur sur un cas clinique, eh bien, va pouvoir se connecter sur la plateforme, choisir le profil du confrère ou de la consoeur par rapport à sa spécialité, par rapport au fait qu'il exerce en France ou à l'international, car nous avons des professionnels, notamment au Brésil ou au Laos. Ce sont des professionnels qui ont intégré le réseau grâce donc à un travail par des collaborateurs comme moi qui travaillent donc sur place auprès d'eux et qui connaissent très bien le docteur Nicolas Homer. Pourquoi ces endroits? Parce qu'il a pu partir en mission humanitaire et développer ses réseaux dans ces endroits précis. Donc du coup, nous avons un réseau en développement dans ces pays plus précisément. Donc, nous avons besoin d'échanger sur tel cas clinique. Eh bien, tout simplement, nous allons chercher le profil du spécialiste qui nous intéresse, médecin généraliste, dermatologue, etc., etc. Et nous allons attendre sa notification. Nous allons lui faire une demande de contact qu'il va accepter, puis une publication sur le cas clinique qui vous pose problème. Il recevra à nouveau une notification et auquel il répondra. Et vous donnera et partagera son avis sur la question. Vous avez d'autres fonctionnalités qui, elles, concernent plus donc, certains profils que d'autres, comme par exemple la fonctionnalité de parrainage. Le parrainage a été développé quand on a interrogé les médecins généralistes, notamment à la retraite, leur demandant quelles étaient leurs inspirations. Et leur réponse, tout simplement, était que ce sont des personnes qui se sont maintenues formées tout le long de leur vie et qui ont envie de continuer à partager des connaissances scientifiques, même à la retraite. Donc du coup, ils souhaitent pouvoir avoir un support, un outil qui leur permettrait de pouvoir soutenir, pour pouvoir aider une personne qui serait au cycle 1 ou au cycle 2 de sa formation. La troisième fonctionnalité, c'est le e-mentorat. Donc là, il s'agit plus de personnes qui ont des facilités à utiliser tel ou tel objet connecté.
Donc, je suis un médecin qui a envie de rentrer dans la transformation de la pratique de la médecine en utilisant des objets connectés, des applications, mais j'ai des questions, je ne sais pas comment utiliser tel logiciel ou telle application. Eh bien, je me connecte sur la plateforme Biosynapse, je cherche un profil qui pourrait correspondre donc à mes attentes dans la liste des choix des personnes connectées. Et à ce moment-là, donc, je rentre en contact avec telle personne et j'échange avec elle. Donc voilà pour le module d'échange de Biosynapse. Biosynapse a d'autres fonctionnalités qui, elles, vont cibler plus tel profil que d'autres. Pour les internes, nous avons la possibilité de pouvoir publier des publications, des articles, des scripts, des études de thèse ou encore des sujets de thèse. Demander également, vu que c'est une plateforme qui permet d'échanger des connaissances scientifiques, des retours, toujours par rapport donc aux personnes à qui on a choisi de partager des connaissances. Vous avez la possibilité également de déposer des annonces par la fonctionnalité de revitalisation rurale, et ça, n'importe qui peut voir passer une annonce de remplacement, d'utilisation de tel objet, ou tout simplement parler de tel congrès ou tel événement. Et bien du coup, je vais le poster sur Biosynapse, donc pour favoriser l'échange. Voilà, donc grâce à cette fonctionnalité-là, nous luttons contre l'isolement. Plusieurs partenaires nous font confiance et nous permettent de proposer encore d'autres contenus scientifiques, comme l'Haute Autorité de la Santé, comme l'Agence régionale de la santé, qui nous permettent, et bien d'autres, qui nous permettent de proposer toujours plus de contenus pertinents et scientifiques sur la plateforme. Merci de votre écoute. Bonjour. Ça marche? Oui, vous m'entendez? Je suis Pascal Carilla-Cohen, je suis radiologue. Et certains connaissent déjà, je pense, la plateforme Doc & Doc. Je vais vous présenter. Alors, je sais que c'est la fin de la journée, que vous êtes probablement assez fatigués. Et ça tombe super bien que Elisabeth, involontairement, je passe en dernier parce que la présentation est un petit peu légère, hein, vous allez voir. Donc, en tout bien, tout honneur, évidemment, hein, on est d'accord. Donc, Doc & Doc, c'est un site de remplacement par mise en relation directe des médecins entre eux, et on voudrait vraiment que le remplacement devienne facile et attractif. Donc là, on est une équipe de 5 puis bientôt 6 personnes pour développer le site. Donc le Doc & Doc, on part du principe que tous les professionnels de santé ont besoin d'une pause et que toutes les régions ont droit à un professionnel de santé. Donc, on a remarqué également qu'il y avait un découragement des recruteurs, soit parce que c'était des petites annonces qui n'étaient pas obligatoirement correspondant au temps du remplacement, donc il y a des CV, mais ça ne correspond pas au moment, ou bien parce qu'il y a des missionnaires qui font du remplacement qui sont très désengagés dans leur mission. Donc là, les professionnels, il n'y a pas d'innovation en tant que telle. Donc là, les patients ont tendance à trouver leur médecin fatigué, et c'est là où il faut quand même commencer à s'inquiéter. Donc le Doc & Doc, c'est un service qui est par Internet, c'est une plateforme qui permet le remplacement 24 heures sur 24, partout. On fait les gardes et les astreintes pour tout type de remplacement, du libéral, du salarial, du ponctuel, sur du long terme, sur des congés. On est en train de travailler sur l'urgence, parce que c'est vrai que c'est difficile de se faire remplacer comme ça au pied levé. On essaye d'optimiser également les inscriptions. Toutes les inscriptions des médecins, aussi bien des remplaçants que des remplacés, sont vérifiées par le RPPS, par votre carte que vous avez de remplaçant, enfin
la carte professionnelle de formation. On vous demande d'avoir une licence de remplacement qui est obligatoire, d'avoir des contrats. On vous accompagne également dans tout ce qui est administratif. Et donc là, on a aussi créé une innovation organisationnelle avec la Doc & Box, qu'on verra plus tard. On a vu que l'échange direct était vraiment ce qui était le plus simple pour permettre de trouver un remplaçant et un remplacement. Donc la plateforme est opérationnelle depuis 2017 et on a sorti une autre version en 2018 et là elle ne fait que s'améliorer. Alors sur la plateforme on a beaucoup de médecins généralistes qui sont très pourvoyeurs de remplacement, mais on a également pas mal de radiologues parce que je suis radiologue et c'est vrai que ça crée des liens. Les copains m'ont suivi vraiment au début, c'est grâce à eux que j'ai bien réussi à développer la plateforme. Et au fur et à mesure, on a pas mal de spécialistes qui nous suivent et surtout des spécialités à garde, parce qu'ils sont très friands sur les listes de garde. C'est toujours un peu la tannée de trouver des remplaçants. Donc, il y a des patients qui sont plus ou moins simples. Ça, je pense que vous avez tous été confrontés à des patients plus ou moins compliqués. Donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir vous faire tester une formule de remplacement. Donc la formule de remplacement, ça veut dire qu'il faut arrêter de culpabiliser le médecin en disant il faut que tu ailles t'installer là, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ceci. Bon, au bout d'un moment, bon. Donc nous, l'idée, c'est de plutôt vous faire tester des modes d'exercice pour voir si ça marche, si ça vous convient, de vous faire tester des régions pour voir si ça vous convient, et de pouvoir essayer d'améliorer la répartition des médecins dans le territoire. Donc on essaye d'aller chercher des médecins là où il y en a le plus, dans les zones urbaines, pour les envoyer dans des zones où il y en a le moins. Alors on parle beaucoup de désertification médicale. Les gens des régions ne supportent pas être dans une zone de désert parce que ça fait vraiment seul au monde. Donc on dit là où il y a moins de médecins, et de pouvoir comme ça créer des liens entre la ville et les endroits où il y en a moins et tester la formule pour voir si ça crée des liens. Alors on travaille aussi avec les tom-doms. Bon, alors c'est sûr que ça fait plus rêver d'aller faire un remplat 15 jours à La Réunion, mais voilà, on a aussi ça à vous proposer. Donc on essaye aussi de vous accompagner dans tout ce qui est tâches administratives. On a mis en place des guides, les guides du remplacé, les guides du remplaçant, les guides de l'interne, pour que vous connaissiez un peu le mécanisme, le déroulement de façon simple, des petits trucs et astuces avec l'URSSAF, avec la CARMF, sans la CARMF, c'est toujours histoire de CARMF, il n'y a pas, etc. Donc tout ça, c'est dans nos guides. Ça vous permet comme ça d'accélérer et de vous aider dans les démarches. Donc là, parce qu'on sait qu'il y en a souvent qui croulent sous les problèmes administratifs ou sur les cabinets de leurs médecins. Donc je vous ai parlé de l'organisation, de l'innovation organisationnelle de Doc & Doc. Donc on a créé la Doc & Box qui permet d'avoir un package entre le remplacement et une attractivité, un loisir dans un territoire pour vous permettre comme ça de le découvrir de façon professionnelle et en même temps culturelle et sociale. Donc on vous propose de visiter, vous faites d'abord votre remplacement, hein, on est bien d'accord. J'ai testé la formule avec un radiologue interne que j'avais et qui voulait faire du saut en parachute. Donc l'idée est super bonne, mais sauf qu'il a d'abord fait son remplacement avant ce saut en parachute. Parce que sinon, moi, j'étais pas d'accord. Donc il faut valider le remplacement pour ensuite aller faire l'activité qu'on propose. Donc là, on vous l'avait déjà plus ou moins présenté l'année dernière, la box. Et là, on commence vraiment à créer une synergie avec les collectivités territoriales qui nous aident dans cette démarche. Parce qu'évidemment, ça les intéresse de vous avoir. Ça les intéresse, moi, de les avoir. Donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça vous propose d'avoir quand même pas mal de choses. Et là, je suis en train de travailler sur le Main Square Festival à Arras. Je ne sais pas si vous entendez parler. Sur Pass VIP. Donc là, je suis là. Je veux les avoir. Donc, je veux au moins avoir 2 places là-dessus. Donc, voilà, vous serez informés. Mais ça devrait le faire. Mais alors attendez, c'est pas que le Main Square Festival, hein, c'est faire le remplacement avant. On est d'accord qu'il faut quand même bosser avant. Voilà. Donc l'idée c'était un peu ça, c'est de faire une espèce de Airbnb, Tinder du remplacement pour que vous puissiez tout faire. Donc après nos valeurs, ça reste quand même, on reste quand même du médecin, un médecin pur et dur. Hein.
Donc, bien sûr, on a la liberté de s'installer et de faire ce qu'on veut, parce qu'on est médecin, point. Ensuite, le site j'ai développé ce site avec l'équipe parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas obligatoirement une harmonisation des remplacements, que c'était un peu inégal. Donc là, on essaye aussi d'améliorer et d'avoir une amélioration du remplacement. Et évidemment, la confraternalité dans nos échanges, c'est quand même la base de notre métier. Voilà, je vous remercie. Et puis voilà. Il nous reste encore un petit peu de temps si vous souhaitez pouvoir poser des questions ou échanger avec nos invités. Des micros peuvent circuler dans la salle. Bonjour, Benjamin de Limoges. J'aimerais revenir sur... en tout cas, merci pour vos interventions, c'était très bien. J'aimerais revenir sur l'intervention de CARE. Je trouve que la téléconsultation, c'est quelque chose qui est innovant, mais par contre, au niveau des possibilités, sans examen clinique, j'ai du mal à me projeter, en fait. Comment, devant un patient qui a une demande particulière... poser un diagnostic avec une certaine certitude, faire une ordonnance, prescrire un examen complémentaire sans vraiment avoir touché le patient. Concrètement, j'aimerais avoir des exemples, à part en dermatologie basique, où là, ça pourrait se faire. Merci. Donc, c'est une question qui est très fréquente. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que CARE, c'est vraiment une complémentarité à votre exercice en cabinet ou... Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est de la prévention, c'est de la surveillance au niveau des traitements. Par exemple, votre patient diabétique, etc., il a besoin d'un réajustement. Au lieu qu'il se déplace, il prend rendez-vous avec vous. Après, c'est sûr que la téléconsultation a ses limites. C'est à vous aussi, et bien sûr avec l'aide de la direction médicale, de poser vos limites, de dire au patient « non, là, ce n'est pas possible ». On ne peut pas faire cette téléconsultation. Voilà, c'est vraiment la prévention, de la surveillance. Après, il y a pas mal d'exemples possibles. Imaginons, on a eu une maman avec son enfant, il est 18h, elle vient de le récupérer, il a une énorme conjonctivite, il n'y a pas de médecin, l'enfant, il est dans son lit dans 1 heure, c'est compliqué d'aller chez le médecin. Elle regarde sur CARE s'il y a un médecin qui est disponible, elle l'appelle, elle peut prendre en photo avant les yeux de l'enfant pour ne pas le mettre devant l'écran, ça va être compliqué s'il est petit ou voilà. Le médecin va lui poser des questions. Est-ce que votre enfant a le nez qui coule? Est-ce que les yeux coulent? C'est de quelle couleur? Je vois sur la photo, ça a l'air bien jaune. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez nettoyer avec du dacryocérum pendant 1 semaine et je vous prescris du Tobrex. Voilà, et donc dans ces cas-là, et si ça ne va pas mieux dans 48 heures, vous consultez. Oui, non mais En fait, on n'a pas l'esprit tranquille. Alors, oui, mais alors si vous n'avez pas l'esprit tranquille, pardon, vous dites... après, il faut demander, est-ce qu'il a... Enfin, j'en sais rien, est-ce qu'il se caresse, est-ce qu'il se gratte l'oreille, est-ce qu'il se plaint la nuit, Non, mais en fait, vous allez voir que énormément de la téléconsultation se base sur énormément de questions. Et en fait, 20% de vos consultations présentielles peuvent être faites en téléconsultation. Et toutes les tâches post-it, qu'on peut dire post-it, imaginons votre secrétaire vous dit il faut que vous rappeliez tel patient qui a une question sur son traitement, une question sur son bilan sanguin. Tout ça, toutes ces tâches vont pour vous être du coup facturées. J'ai un peu peur que ça fasse un peu comme de la régulation au final. Alors non, parce qu'en fait, on pose des questions. Sur CARE, on ne prend pas les urgences. Donc, il n'y a pas le... Ah oui, auparavant, vous avez le motif de consultation, bien sûr. Oui. Oui. En fait, j'ai une petite vidéo, justement, du côté patient. Parce que là, je vous ai montré le côté praticien. Et du côté patient, est-ce que vous pouvez la mettre ?
où justement vous voyez comment lui, le patient, renseigne justement son... Hein? Non, mais non, parce que... La première ou la deuxième? Oui. C'est la première vidéo ou la deuxième? Bah, je vais te dire. Non, ça c'est celle pour les praticiens. Désolée je vais pour la juste lenteur de mon préciser, téléphone. je précise aussi une chose pour aller dans le sens, c'est que par exemple, il n'y a pas d'autorisation de faire du téléremplacement parce qu'on ne connaît pas le patient. Donc on a le droit de faire du téléremplacement que quand c'est un remplaçant habituel qui connaît déjà le patient, qu'il a déjà eu à l'occasion et qui peut à ce moment-là faire de la téléconsultation. Donc ça va dans ce sens où c'est pas n'importe quoi la téléconsultation. J'ai une médecin qui est venue me voir tout à l'heure et qui me disait, je voulais juste regarder la vidéo, du coup, ça c'est du côté patient. Donc le patient il prend rendez-vous avec le médecin. Voilà. Et il rentre le motif de la consultation. Il faut une tension. Là. Donc, la téléconsultation s'effectue. Et donc après, comme je vous disais, vous avez votre compte rendu, vos ordonnances, etc. Et au niveau de la facturation, donc c'est facturé sur un G basique Le patient met une empreinte de sa carte bleue et si la téléconsultation a eu lieu, il est débité après. D'accord. Et une dernière question, vous parlez de 20% de téléconsultations qui sont réalisables, c'est ça? Oui, c'est le chiffre qui est ressorti. En fait, c'est vos statistiques personnelles ou c'est une étude qui a été... Non, c'est une étude qui a été menée. D'accord. Et notre direction médicale, les 3 médecins avec qui on travaille, donc on a une pédiatre qui est à Necker, on a un médecin que vous avez vu là en vidéo qui bosse au SAMU, et notre directeur médical qui est à La Roche-sur-Yon, qui est médecin généraliste et spécialisé dans le sport. Eux aussi, du coup, téléconsultent et ont remarqué que 20% de ce qu'ils font en consultation présentielle peut être fait en téléconsultation. Ok, merci. D'autres questions? Excusez-moi. Là, sur la vidéo, on voyait que le patient il pouvait choisir entre plusieurs médecins, mais du coup, il n'a pas seulement le choix avec son médecin traitant. Sur la vidéo, on voyait que le patient pouvait choisir entre plusieurs médecins, et vous nous avez dit qu'il pouvait prendre rendez-vous seulement avec un médecin qu'il connaît, non? Non, si son médecin traitant n'est pas disponible, par exemple, il peut prendre rendez-vous avec un autre médecin. Si le patient est parti en vacances, donc il n'est pas à Tours, il est à Bordeaux, il a besoin de voir un médecin. Si son médecin traitant n'est pas disponible non plus, ou si son médecin traitant n'a pas CARE, il peut téléconsulter sur CARE. Et du coup, il n'y a plus la garantie de on connaît le patient, donc on sait un peu comment il fonctionne d'habitude, quoi. Question suivante. Oui, juste ici. Je voulais juste vous demander, en fait, juridiquement parlant, est-ce qu'on est protégé du fait que justement dans la téléconsultation on n'a pas d'examen clinique? Est-ce qu'on est protégé si par exemple il y avait quelque chose à l'examen clinique qui a rendu la situation très très grave par la suite et que, je sais pas, la famille nous intente un procès sur ce genre de consultation, juridiquement qu'est-ce qui se passe? Oui, on vous demande justement votre RCP avant et que ça soit signalé sur la RCP que vous faites de la téléconsultation. Après, c'est comme avec la régulation au niveau du SAMU, etc. Ils donnent des conseils, ils donnent des... Donc c'est exactement la même chose. D'accord, donc théoriquement, on est plutôt couvert si on fait de la téléconsultation et qu'il y avait quelque chose à l'examen clinique mais qu'on n'a pas pu voir parce que c'était de la téléconsultation. Ok. Donc du coup, par rapport à la consultation, elle est facturée 25 € pour le patient? Oui, pardon. D'accord. Donc, et est-ce qu'il paye quelque chose en plus par Non. rapport? Non. En fait, donc en fonction du secteur, etc., vous avez, donc quand vous intégrez CARE, vous dites, bah voilà, je suis médecin généraliste, la téléconsultation va durer tant de temps et va coûter secteur 1 25 €. Voilà. Et est-ce que du coup CARE se rémunère uniquement sur les 75 € par Oui. mois du généraliste? Elle ne prend pas une part Non. Ok.
Et du coup, enfin, c'est facile de dire j'ai pas réussi à joindre mon médecin traitant pour aujourd'hui, alors que c'est pas vrai peut-être. Et on prend le premier praticien qu'on trouve sur Terre. Et on peut imaginer des patients qui prennent rendez-vous toutes les semaines avec plein de médecins différents. Enfin, est-ce qu'il y a des barrages face à ça pour que des patients Oui, qui sont pour infiltrés éviter l'hypernomadisme au niveau des patients, oui, oui. On est assez vigilant à ce niveau-là, justement, quand ils rentrent leur numéro de sécurité sociale. Bah voilà, si on voit qu'ils téléconsultent et qu'ils demandent énormément de téléconsultations sur CARE, et au bout d'un moment, il est bloqué et nous, on prend contact avec lui. D'autres questions? Excusez-moi, à la fin de la présentation sur CARE, vous avez dit qu'on pouvait adresser un patient à un spécialiste CARE. Est-ce que ça ne va pas un petit peu à l'encontre du fait qu'un médecin généraliste ne doit pas adresser à un spécialiste en particulier, mais ça revient au choix du patient? Et une deuxième question, il y a une localisation du patient sur CARE. Est-ce qu'elle est faite en fonction de la localisation du médecin? Est-ce que c'est au plus près et comment, pourquoi Non, la localisation, en fait, on demande au patient s'il autorise la localisation ou pas. Vous savez, sur votre téléphone, on vous demande autorisez-vous l'autorisation, comme autorisez-vous l'accès aux photos, voilà, sur CARE. Donc c'est exactement la même chose parce qu'en fait, on va avoir une touche SAMU qui est en développement et qui va arriver, même si c'est bien précisé sur CARE qu'on ne prend pas les urgences. Mais voilà, c'est au cas où, et comme ça on est en lien direct avec le SAMU de là où se trouve le patient. Et du coup, pour l'adressage aux spécialistes. Et oui, du coup, l'adressage, j'ai pas entendu la question. Pardon. En fait, un médecin généraliste, normalement, déontologiquement, on n'a pas le droit d'adresser un patient à un spécialiste en particulier. Et là, sur la plateforme, vous présentez des spécialistes CARE. Oui. Ça veut dire qu'un patient, par exemple, qui a déjà un cardiologue, oui, on va lui dire consulter un cardiologue CARE, ça va un peu à l'encontre. Alors, le but étant que quand même, il aille voir le cardiologue qui le suit, etc. Après, s'il y a besoin d'un complément, il peut adresser à une spécialité sur CARE. Merci. Bonjour, ça va? Il faut parler un tout petit peu plus fort pour le micro. Bonjour. J'aurais eu deux questions concernant la sécurité des données. La première, est-ce que la consultation est archivée sur des serveurs? Et la deuxième, est-elle chiffrée? Est-ce que la consultation est chiffrée? Les images? Alors, rien n'est enregistré. D'accord. C'est interdit. Ok. Donc, le seul truc qu'on pourrait enregistrer, c'est en fait le médecin qui au départ parle, mais à partir du moment où le patient parle, c'est strictement interdit, on n'enregistre pas. Donc, il n'y a pas d'enregistrement sur CARE. Et au niveau des données, tout est hébergé, tout est sécurisé, etc. Au niveau des données. Ok, merci. Une dernière question? Bonjour, j'ai une question pareil par rapport à CARE. S'il y a une quelconque agressivité de la part du patient, vu que le micro est coupé, on fait confiance au dire du médecin? Si le patient s'avère agressif au lieu de la téléconsultation, oui, vu que c'est pas enregistré, oui, et que le patient réfute lorsque le médecin évoque l'agressivité du patient, comment en apporter la preuve? Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la petite case utilisation non conforme à la téléconsultation. Et on peut la noter du coup? Voilà, tout à fait. D'accord. Vous cochez, vous notez. Ce que je vous disais sur Slack, on est disponible. Donc là, dans ces cas-là, vous nous écrivez, tel patient m'a contacté, je tiens à vous signaler. On a une grande communauté au niveau des praticiens, etc., qui est hyper soudée et qui communique beaucoup. Et c'est très enrichissant. D'accord, merci. Nous vous remercions pour ces échanges, pour ces découvertes de plateformes. Et puis, nous vous donnons rendez-vous à 18h pour la suite des ateliers.